Si on remonte à 2000 ans avant l'invention de l'imprimerie, accéder au savoir était assez complexe. C'était une tradition plutôt orale. Pour avoir des écrits, ça coûtait très cher, simplement pour la simple et bonne raison qu'il fallait les réécrire, parfois les traduire. Aujourd'hui, tout ça a été simplifié avec l'imprimerie qu'on connaît et maintenant tous les ouvrages numériques. L'accès au savoir est devenu très très simple et peut-être même trop simple parfois. Du coup, on est dans une profusion d'informations et on ne sait plus trop où aller. Aujourd'hui, je voulais vous aider un petit peu dans tout ça pour faire le tri et voir avec vous comment débuter l'herboristerie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Frédéric, je suis cueilleur de plantes sauvages et formateur en herboristerie. Et je voulais aborder avec vous un petit peu mon parcours, mon métier, tout ce que j'aime dans ce que je fais, et vous partager un petit peu ma passion des plantes médicinales pour que vous puissiez apprendre à les utiliser correctement au quotidien. Alors avant de débuter l'herboristerie, il s'agirait peut-être de définir ce qu'est l'herboristerie. Alors bon, bien évidemment, ça va être ma définition propre. On va faire le distinguo entre l'herboristerie et la naturopathie, parce qu'il y a souvent des confusions entre les deux. Donc pour moi, globalement, l'herboristerie, ça va être une personne qui va faire le lien entre la nature, la plante, et la personne qui la consommera, pour qui elle a été prescrite. Le naturopathe, lui, c'est plus une personne qui va accompagner un individu dans son quotidien pour améliorer son hygiène de vie, de sorte à ce que sa santé soit meilleure. Donc on va chercher à rééquilibrer les différents organes, les différentes fonctions du corps, par différents biais, par l'aromathérapie, par la phytothérapie, par l'usage de la gémothérapie, l'iridologie, par beaucoup de biais différents qui seront propres à chaque personne qui choisira ses disciplines prioritaires, on va dire. Aujourd'hui, l'herboriste, pour moi, est vraiment une personne qui a un lien avec les plantes, même si c'est pas toujours vrai. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs définitions. Souvent, l'herboriste aujourd'hui, c'est une personne qui va faire des conseils de plantes, mais qui ne sera pas forcément sur le terrain à les ramasser, les cultiver ou les transformer. Il va souvent faire appel à d'autres sociétés, à des cueilleurs, à des laboratoires qui vont faire ce rôle pour lui. Pour débuter l'herboristerie, je vous propose 3 voies, 3 chemins qui vont mener au même point mais qui sont complémentaires. En 1, on va avoir l'herboristerie qui va être l'étude des plantes médicinales dans leur ensemble, à savoir les principes actifs, comment elles agissent, comment les transformer, les récolter, les sécher, etc. Ensuite, on va avoir en point 2 la botanique. La botanique, c'est la partie qui va vraiment être sur le terrain, de savoir comment identifier une plante en fonction de son milieu de vie, en fonction de la terre, en fonction de ce à quoi elle ressemble, de ses feuilles, de sa tige, de ses fleurs. Tout ça, ça va être la partie botanique, qui peut être un peu scientifique et pas forcément agréable à voir au premier abord, mais c'est vraiment nécessaire pour comprendre l'ensemble de la plante, son milieu de vie, et voir à quoi elle va nous servir. C'est vraiment indispensable. Et la botanique va faire le lien avec la 3e partie, la cueillette. La cueillette, c'est une partie sur le terrain, c'est ce qui va faire le lien entre votre identification de la plante et la partie herboristerie, la partie transformation. C'est vraiment une étape très importante et c'est de la cueillette que va donner la qualité de la plante finale. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces différences entre l'herboristerie et la naturopathie, les différentes voies pour accéder à ce chemin, on va pouvoir commencer à avoir des outils pour pouvoir nous servir au quotidien et progresser pas à pas. On commence donc avec l'herboristerie. Et pour commencer, quoi de mieux que de vous parler du premier livre que j'ai pu avoir entre mes mains, celui-ci, le guide des contre-indications des principales plantes médicinales. Ce livre-là, il présente les principales contre-indications des plantes. Tout simplement, en fait, c'est classé par ordre alphabétique. On a le nom de la plante qui est juste ici, donc le nom commun, par exemple, gentiane. On a le nom latin juste en dessous, la famille botanique. Et ensuite, on a toutes les parties de la plante utilisées, les constituants. On a la DJMA, donc c'est la dose journalière maximum admissible. Et ensuite, on a les préparations. Puis, ce qui nous intéresse surtout, ça va être les contre-indications, les effets non désirés et les interactions. Pour chaque plante, il y aura ça qui sera indiqué. Alors, des fois, il n'y aura pas d'interaction parce que là, c'est précisé, il n'y en a pas de connu. Des fois, il n'y aura pas d'effet non désiré. Mais voilà, donc le principe de ce livre, c'est vraiment de fournir une base pour la pratique de l'herboristerie parce que chaque plante a des contre-indications. Il ne s'agit pas de s'amuser avec. Ensuite, je vous présente un autre ouvrage qui est celui-ci, donc là,
le format est un peu différent et on voit qu'il est un peu vieilli. Donc c'est un livre traditionnel, donc c'est Jean Palaiseau qui l'a écrit. L'idée c'est vraiment de fournir des conseils vraiment pratiques. On n'est pas sur de la science pure, on est vraiment sur par exemple se faire des gargarismes avec du citron, des choses comme ça. Comment utiliser le noyer, comment utiliser les gousses d'ail ou couper un oignon en deux, le placer sur sa tête de chevet quand on a des refroidissements. On est vraiment sur des remèdes de grand-mère, hein, tout simplement. Ensuite, on a 2 livres. Je vais commencer par celui-ci, Les plantes en pharmacie, de Jean-Philippe Zahalka. C'est un très bon auteur également. Là, en fait, ça va être des petites monographies de plantes. Alors, c'est simplement des descriptions de plantes classées par ordre alphabétique, avec des petites indications assez synthétiques. L'essentiel de ce livre, c'est vraiment de faire une synthèse, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'autre livre, et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Donc là, on a les propriétés principales et les indications pour lesquelles la plante elle va être utilisée, avec d'autres petites indications, par exemple les principes actifs, l'origine de la plante, la famille botanique et la partie qu'on utilise. Et enfin, on va finir pour l'herboristerie avec Le secret des plantes de Michel Lys et Michel Pierre. Donc lui, il se veut aussi un guide par monographie, mais un peu plus complet que l'autre pour le coup. Donc on a la photo de la plante à l'état frais. Ça suffit pas pour la reconnaître, mais c'est déjà une bonne base. On a la photo de la plante à l'état sec, et on a le nom de la plante et son étymologie. On a une description botanique juste là, une partie culture et récolte qui indique comment cultiver et récolter simplement la plante. Bon, ça se veut pas être un guide, hein, c'est vraiment des informations, mais c'est déjà très bien. Les usages qu'elle a, donc qui sont un peu plus poussés que dans l'autre. Et puis, on a parfois des recettes qui sont présentées, sachant que les recettes, vous en aurez surtout dans la dernière partie de l'ouvrage, qui est juste là, mais bon, il y a beaucoup de choses. Trop de plantes généralement présentées par recette, ce qui complique vachement la donne quand on débute. Nous, on considère en herboristerie que 3-5 plantes, c'est vraiment le maximum à donner au début. Après, on rentre dans des mélanges un peu complexes. Là, vous voyez, en comptant, on en a une dizaine. C'est un peu trop. C'est un peu trop, vous allez vous perdre. C'est vraiment pas forcément pour ça que je conseille l'ouvrage, mais vraiment pour la synthèse monographique qu'il contient. Parce que les recettes, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter comme principaux livres à avoir en début pour commencer en herboristerie. On passe maintenant à la partie botanique et plantes en général, on va balayer un peu large. Donc pour commencer, moi je vous conseille l'un des derniers ouvrages, c'est La Petite Fleur de France de Régis Thomas, David Busty, Margaret Maillard. Il est utilisé aujourd'hui dans les universités. Je ne sais pas si vous voyez le petit logo juste là, tac. Société botanique de France, la rose, là c'est généralement un gage de qualité, parce cet ouvrage a eu ce symbole-là, il a été reconnu par la Société botanique de France. C'est une flore, donc une flore c'est censé être assez gros. Celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, il est pas très épais, il est souple, donc il peut se ranger facilement, se plier un petit peu éventuellement. En termes de poids, j'ai pas pesé, mais bon, ça va, c'est correct. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il est accessible. Il présente pas toutes les plantes, hein, vous voyez, il y a 1000 espèces. On est sur les plantes principales de France, celles que vous allez rencontrer également en Belgique, Luxembourg et Suisse, mais les principales vont être suffisantes pour notre usage en herboristerie, parce qu'on ne va pas chercher trop les détails non plus. Dans ce livre, on va trouver donc toutes les familles botaniques représentées avec les principales espèces, quelques indications sur les détails des fleurs ici, hop. On va pouvoir voir par exemple la coupe de l'inflorescence, les éléments de reproduction de la plante. Et on va pouvoir avoir de l'autre côté parfois des indications sur les usages de la plante et sur ce à quoi elles servent. Là on a une famille dans laquelle il n'y a que le buis qui est présent, donc il n'y a pas beaucoup d'explications. Par exemple, il vous explique à quoi sert le buis, à quoi il était utilisé autrefois. Des petites indications ici pour la pyrale du buis que vous connaissez peut-être. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon guide. À la fin vous avez un index qui présente toutes les plantes par ordre alphabétique en non latin et non français. Vous avez un petit lexique aussi qui est toujours très pratique parce que quand on commence et même quand on continue, on a des mots des fois sur lesquels on tombe. Par exemple, acrotomie, ça je ne savais pas ce que c'était, par exemple. Donc c'est vraiment un très très bon guide, je le recommande, qui n'est pas très cher, hein, de mémoire c'est 39 € je crois. 39 €, ouais. Sachant que vous pouvez trouver ce livre encore une fois en occasion. Hop, Petite Fleur de France.
Un autre livre dont je voulais vous parler, c'est Jean-Marie Pelt, Les plantes, amour et civilisation végétale. Si vous connaissez pas cet auteur, je vous invite vraiment à le découvrir. Il a fait pas mal d'ouvrages. C'est un auteur qui est parti en 2015, mais il a fait énormément de choses de son vivant, et ce serait dommage de passer à côté. Alors sa plume, elle est un peu particulière, moi je l'aime beaucoup, mais elle peut être un peu technique pour certains, donc ce sera à vous de voir si vous appréciez. Le but de cet ouvrage, c'est vraiment de nous faire changer de regard sur les plantes, non pas de changer de sens, puisqu'on aura tous les mêmes, et c'est le parti pris de l'auteur, de voir ça aussi avec un regard humain, mais de nous faire changer de vision à travers un monde, un prisme un peu à la Arthur et les Minimoy, de nous faire revenir un peu sur le plus petit, avec tout ce qu'elles ont pu faire au cours de leur vie, de leur évolution jusqu'à nos jours, pour se reproduire, pour se disséminer, voir les liens qu'elles ont pu tisser avec les animaux, avec les insectes. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir, je vous en dis pas plus. Ça se rapproche un petit peu des livres de Peter Wollenben qui sont sortis récemment, si vous connaissez l'auteur. Voilà. Et enfin, on a ce genre d'ouvrage. Alors là, c'est un ouvrage qui va vraiment compléter vos connaissances, connaissances botaniques de base en un coup d'œil, hein. Et c'est un ouvrage en fait qui présente 40 espèces avec pas mal de photos de bonne qualité et surtout des explications des termes botaniques et des familles botaniques, de comment les identifier, de quelles sont leurs caractéristiques principales. Donc là par exemple vous avez dans la famille des Brassicacées, on voit que la pollinisation se fait généralement par les abeilles, la dissémination des graines par le vent notamment. On voit les risques de toxicité, les types de sols qu'elles préfèrent, les endroits où on peut les rencontrer. Donc c'est vraiment une très bonne base qui vous permettra de vous accompagner lors de votre parcours de découverte de la botanique. Là on est sur les euphorbiacées avec leur forme caractéristique de fleurs. Donc voilà, on est vraiment sur un livre très riche qui va vous accompagner au quotidien. Il va compléter l'autre que vous allez plutôt utiliser sur le terrain. Celui-ci, vous allez l'utiliser en amont pour apprendre ou compléter vos connaissances en botanique et avoir vraiment quelque chose de solide, un gros bagage pour commencer votre formation en botanique sans nécessairement passer par une école ou par des stages un peu longs. Ensuite, on va partir sur la partie cueillette et cuisine sauvage. En cueillette et en cuisine sauvage, il n'y a pas beaucoup de livres à vous présenter dans le sens où cette partie-là se fera surtout sur le terrain. Mais malgré tout, je peux vous présenter 2-3 livres, notamment la série des Compagnons du végétal par Bernard Bertrand, qui sont édités aux éditions Terran. Bernard Bertrand, lui, il a fait un gros travail avec d'autres auteurs de compilation. Donc là, on a le volume 1 sur l'ortie. En fait, c'est des romans, des monographies de plantes, mais le souci, c'est surtout que vous allez devoir avoir le volume 1 qui est sur l'ortie, le volume 2 qui est sur une autre plante, etc., etc. Donc ça fait beaucoup d'ouvrages, je suis d'accord. Mais l'avantage, c'est que si vous voulez vous concentrer sur une seule plante à la fois, vous pouvez commencer par ce genre d'ouvrage. On va avoir là, hop, tac, espèce et détermination, donc pour identifier la plante correctement et éviter les confusions. La partie étymologie, pour savoir pourquoi elle se nomme comme ça. La partie culture, tout ce qui va être l'utilisation de la plante et sa signification dans les différentes croyances et folklore. L'utilisation dans le jardinage et les applications agricoles. Après, on va avoir les usages. Alors là, des usages textiles parce qu'on utilise l'ortie pour ça, notamment les fibres d'ortie. La partie médicinale qui nous intéresse particulièrement. L'art culinaire, et après on a d'autres indications, notamment les carnets d'adresses qui sont assez bien fournis en général. Et donc c'est des ouvrages vraiment complets que je vous recommande chaudement parce que c'est très très bien fait et ça vous permet de vous concentrer vraiment sur une seule plante et d'en apprendre vraiment plus sur celle-ci plutôt que de vous perdre un peu dans la masse. Donc c'est vraiment de très très bons ouvrages. En ouvrage plus léger, on a ce genre de cahiers qui ont été faits. Donc là, c'est Cahiers pratiques et sauvages par l'aventure au coin du bois, le cahier numéro 2. C'est des petits ouvrages d'une trentaine de pages dans lesquels vous allez trouver des petites indications sur l'utilisation des plantes, sur les confusions possibles. On va avoir pas mal de recettes et on va avoir des petits jeux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un petit journal, un petit guide dans lequel vous pouvez en apprendre un peu plus sur la cueillette sauvage et sur les plantes. C'est vraiment très bien fait, c'est assez ludique, ça se prête aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est pas très cher non plus et c'est assez accessible. Voilà.
Un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est où trouver vos livres. Il y a la possibilité des bibliothèques, que ce soit municipales ou universitaires. Vous en trouverez plus régulièrement dans les bibliothèques universitaires pour les domaines qui nous concernent. Peu de gens le savent, mais elles sont ouvertes au public. Il suffit simplement d'avoir une carte d'accès si jamais on veut en louer. C'est pas très cher, moi je crois que je paye dans les 15 € à l'année et je peux en louer assez régulièrement. Du coup, ça fait des livres à moindre coût si jamais on veut voir un peu de quoi il s'agit avant d'éventuellement l'acheter. Au niveau des achats, il y a les sites forcément des éditions du livre en question. Je vous en ai mis quelques-uns, donc là il y a le livre de Michel Dubray, donc ce sera les éditions Lucien Souny. Vous avez les éditions Terran, Ulmer, Guitry Daniel, de La Chaux-Nestlé et plein d'autres. Il suffira juste de voir chez qui le livre est édité. Et vous avez également les sites de vente d'occasion ou d'enchères. À défaut d'acheter des livres neufs, on peut toujours en acheter d'occasion, ça coûte moins cher et ça évite de faire fonctionner trop le papier, on va dire. Vous avez par exemple quelques sites d'enchères qui sont assez sympathiques, style Delcamp. Après, vous avez tous les livres d'occasion sur Recyclivre ou Emmaüs. Il faudra faire le tri parce qu'il n'y aura pas toujours ce que vous voulez. Et sinon, vous aurez les sites en neuf et occasion, Chapitre et Décitre. Il y en a bien évidemment d'autres, mais c'était les principaux. On s'attaque maintenant à la partie vidéo et comment vous parler des vidéos YouTube sans vous parler de Christophe Bernard. C'est une personne que j'ai connue moi au début de mes études et que je continue toujours de regarder. Il a créé un blog en 2010, le blog Altea Provence, et il a commencé à lancer des formations en ligne aux alentours de 2015 avec sa chaîne YouTube. Il a étudié aux États-Unis, il a passé plus de 15 ans d'études en naturopathie et en herboristerie, notamment auprès de Michael Moore et de Matthew Wood, c'est des grands noms de l'herbalisme aux États-Unis. Sur sa chaîne YouTube, il propose énormément de contenu, des vidéos sur la reconnaissance des plantes, sur l'utilisation, sur des troubles de santé, comment on peut les soigner avec les plantes. Il fait pas mal de podcasts maintenant depuis quelques mois. Il publie des vidéos assez régulièrement, donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est très riche. Des vidéos qui font entre 8 et parfois plus d'1 heure pour certaines, lorsqu'il fait des interviews. Voilà, c'est une personne à garder dans sa liste de vidéos pour aller voir ce qu'il fait si jamais vous ne le connaissez pas. Ensuite, on va avoir le chemin de la nature. Lui, je l'ai connu un petit peu après. C'est Christophe Deaudy, il est sur Paris. Il propose pas mal de sorties, de stages et de formations. Il a toute une équipe avec lui pour l'aider dans son entreprise. Il fait pas mal de contenu également sur YouTube qui sont un peu plus courts que ceux de Christophe Bernard. C'est assez différent, on est vraiment sur de la cueillette sauvage. On a des vidéos, vous le voyez, sur les champignons également. C'est des vidéos assez courtes donc, mais qui sont assez bien faites. Ça permet de grignoter comme ça quelques petites astuces à droite à gauche. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait et à voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir. En tout cas, c'est une bonne chaîne YouTube à garder en stock. Et enfin, je voulais vous parler d'une chaîne un peu différente, c'est la chaîne de TED Talk. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit de conférences qui ont lieu dans le monde entier et qui sont retransmises après sur Internet, via leur site et sur la plateforme YouTube. Vous avez des conférences dans toutes les langues, comme vous pouvez le voir, en japonais, en français, etc. C'est généralement sous-titré, c'est souvent sous-titré en anglais. Donc il faudra faire un peu de traduction de votre côté. Mais vous avez beaucoup de choses à trouver dessus. Si on tape plante, on peut trouver énormément de choses sur la botanique, sur l'herboristerie. C'est un moyen de connaître des auteurs, de connaître un peu des nouveautés, de voir un peu ce qui se passe. Parfois juste de contempler. Il y a des très belles vidéos sur des documentalistes qui font des présentations de leurs projets sur la nature. Voilà, c'est un moyen de s'informer un petit peu de ce qui se passe et d'avoir le point de vue de nombreuses personnes, peu ou très connues. Après, en chaîne YouTube, vous en avez beaucoup. Je pourrais vous parler de la Minute Nature, de Jardin des Merveilles. Ce sera à vous de fouiller un petit peu ce qui vous plaira. Je ferai peut-être quelques petits points de temps en temps sur des chaînes que je recommande, que j'ai découvert ou que je connais depuis quelques temps. Mais voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour pouvoir partager ça avec les autres. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'était les sites internet. Alors en sites principaux, on a notamment Terra Botanica, qui est le réseau des botanistes de France. Dans celui-ci, on va trouver énormément d'outils qui vont nous aider à identifier les plantes, à faire des sorties, à rencontrer des personnes qui sont dans ce milieu-là. Vous avez notamment le premier outil là qui est sous la main, donc la partie recherche. Donc là par exemple, on va taper sur au noir. On va tomber sur la partie e-flore.
qui va nous indiquer beaucoup d'informations sur la plante, la description botanique, le nom latin, quelques photos, les endroits où elles sont situées, où il y a eu des observations sur la carte. En dessous, on a toutes les informations concernant la répartition de la plante, les endroits où elle pousse, etc., les types de sol. Donc c'est vraiment assez riche, ça nous permet d'avoir des informations gratuitement pour pouvoir retrouver les plantes et commencer à faire un peu de cueillette sauvage. Également en dessous, là, on voit la lettre d'actualité. C'est la newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. Vous aurez chaque semaine des informations, des articles sur la botanique, des idées de sortie, souvent sur le domaine des plantes médicinales en plus, donc ce sera l'occasion pour vous de mettre la main à la pâte. Un autre site dont je voulais vous parler, c'est le site Wikiphyto, qui se rapproche un peu d'un Wikipédia, mais sur la phytothérapie. Il a été créé par le docteur Jean-Michel Morel, qui est un médecin phytothérapeute qui a notamment écrit le traité pratique de phytothérapie, qui est un très bon livre au passage que je vous conseille. Alors sur ce site-là, on va trouver énormément d'informations sur les plantes. Vous voyez en haut à droite une barre de recherche. Donc si on refait la recherche du sureau noir, on va tomber sur de nombreuses informations sur la plante, quelques photos. On va tomber sur le nom latin, les descriptions d'habitat, les histoires et traditions, les parties utilisées, et surtout ce qui nous intéresse, les formes galéniques, les dosages et la composition. Les formes galéniques, donc ça va être les formes disponibles sur le marché qu'on utilise pour la plante, que ce soit les teintures mères, les macérats huileux, les EPS, des choses comme ça. On va avoir les dosages usuels qui ne sont pas toujours donnés, mais qui sont intéressants. Ensuite, on va avoir les compositions de la plante. Ça, c'est intéressant si on veut faire une monographie, soit pour nous, soit pour des données un peu plus scientifiques. On va avoir juste en dessous les propriétés de la plante qui sont assez bien documentées. Vous voyez tous les chiffres indiqués. C'est simplement des références qu'il y aura en bas de page, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Ça vous permettra de vérifier un petit peu tout ce qui est dit et puis d'avoir des bonnes sources aussi d'informations. Et autrement, on se retrouve avec les différentes indications, la réglementation et les effets indésirables. Un autre site dont je voulais vous parler, c'est le site Book of Dent, qui est peut-être un peu moins connu. Je l'utilise surtout pour les recherches historiques. Donc l'auteur a fait un gros travail de compilation de données des auteurs anciens, Pline, Dioscoride, Galien et autres, surtout sur l'Antiquité, un peu sur le Moyen-Âge, etc. Donc on a beaucoup de données sur notamment la mythologie, comment étaient utilisées les plantes autrefois, jusqu'à nos jours, et on a beaucoup de données sur les usages un peu spirituels des plantes. Ce sera un moyen pour vous d'accéder à des ouvrages un peu anciens et de ne pas avoir un travail de recherche à faire, parce que là vraiment tout est compilé. Il y a une barre de recherche dans la partie de droite où vous pourrez taper le nom de la plante. Toutes les plantes ne sont pas présentées, mais vous avez quand même une grosse base de données et l'auteur l'enrichit assez régulièrement. Au passage, il fait quelques livres. J'ai pas eu l'occasion d'en consulter, mais vu la qualité du travail qu'il propose, je pense que les livres doivent être assez complets. Donc si justement vous avez eu l'occasion d'en consulter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, on va passer brièvement sur le site de Christophe Bernard d'Altea Provence. Pourquoi brièvement? Parce que j'ai déjà présenté en vidéo. Là, c'est le site par lequel il a commencé son travail. Autrefois, il avait même une boutique de graines qu'il a dû arrêter parce que le travail prenait énormément de temps et il n'arrivait plus à faire les activités qu'il souhaitait faire à côté. Donc sur ce site, vous allez trouver toutes les informations qu'il donne dans les vidéos sous forme écrite. Vous allez trouver énormément d'articles sur des vidéos qui n'ont pas forcément été publiées. Il a travaillé notamment sur la transcription d'anciens ouvrages ou d'ouvrages plus contemporains. Vous avez une barre de recherche sur le côté, c'est là-dessus que vous pourrez trouver les fiches de plantes qui vous intéressent. Également, c'est à travers ce site que vous pourrez accéder à ses cours, parce qu'il propose des formations, des cours en ligne, qui sont assez bien faits, qui sont assez accessibles également. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Le lien sera dans la description de toute manière. Et enfin un dernier pour la route, ce sera le site PlantFuse, qui est en collaboration avec le réseau Tela Botanica. Ce site, il a été fait notamment par Michel Chauvet. C'est un site de compilation de données aussi également, donc là ça sera pour vos recherches, si vous voulez faire des petites études sur les plantes, en savoir un peu plus. Ça vous permet d'avoir accès à des anciens livres qui sont mis en ligne, et donc vous allez pouvoir les consulter gratuitement. En tapant le nom d'une plante, on va repartir sur le sureau noir, on va pouvoir avoir quelques informations dessus et trouver dans quels ouvrages elle est indiquée. Donc ce sera à vous de faire vos recherches. Mais voilà, c'est un très bon site qui donne beaucoup d'informations et qui vous offre l'accès à des livres pas forcément faciles d'accès. Je vais faire un aparté sur les associations. C'est un endroit où vous pourrez rencontrer beaucoup de personnes qui sauront vous apporter leur aide et leur expérience. Vous trouverez assez facilement des données sur Internet. Vous avez le groupe Anjou Bota pour le 49, et sinon vous pourrez trouver assez facilement
d'autres groupes sur le site des relais locaux de Tela Botanica. Je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau du Maine-et-Loire, en association locale, on a les Amis des Jardins de Camille Folia à Chemillé et de la Fac de pharmacie à Angers. C'est des associations au sein desquelles vous pourrez progresser en botanique et en herboristerie. C'est des personnes qui seront ravies de vous aider et de vous apprendre des choses. Je vous laisserai regarder pour les associations locales dans votre département grâce au lien dans la description. L'avant-dernier point que je voulais aborder avec vous avant de parler des formations, c'était tout ce qui est ateliers, stages et conférences. C'est vraiment un bon moyen de commencer puisque vous n'allez pas vous engager pour très longtemps ni avec beaucoup de moyens. Ça va être des ateliers sur une demi-journée, une journée maximum, généralement c'est quelques heures. Ça va vous permettre de commencer à avoir des techniques, à apprendre quelque chose au fur et à mesure et de gagner en compétences tout en faisant des échanges avec les participants et avec le formateur. Pour en trouver, ce n'est pas très compliqué, vous pourrez suivre les newsletters de Tela Botanica, également celles qui sont présentes sur le magazine Planté Santé. Vous voyez sur la rubrique sur la droite, vous avez toutes les informations sur des stages qui sont présentés à droite et à gauche en France. Je vous invite également à vous rapprocher des mairies locales, à vous rapprocher des centres de communication près de chez vous, des associations botaniques, des parcs et jardins, des fêtes de la nature lorsqu'il sera possible d'en organiser, des différents salons et autres. C'est là que vous pourrez rencontrer des professionnels sur le sujet qui sauront vous transmettre toutes leurs compétences et leurs connaissances avec plaisir. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était les formations. En effet, il n'est pas forcément nécessaire de commencer par ça, puisque c'est vraiment lorsqu'on est motivé, lorsqu'on sait que ça nous a intéressé, qu'on peut vraiment s'engager dans une formation. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de très long. En un an, on peut avoir de très bonnes bases déjà. Après, on part sur des formations jusqu'à 4 ans, voire plus, pour devenir vraiment thérapeute en cabinet, ce qui n'est pas forcément ce que vous recherchez. En France, on a 5 écoles principales. On a l'Inderplam de Montpellier, donc c'est sur le site sur lequel je suis actuellement. Je vous mettrai tous les liens en description, qui propose des formations de 1 à 4 ans entre 1500 et 8000 euros. On a l'ARH en Ardèche qui propose des formations sur 2 ans à partir de 2000 euros par an. On a l'école lyonnaise des plantes médicinales qui propose des formations de 1 à 3 ans à partir de 1800 euros par an. L'école des plantes de Paris qui propose également des formations de 1 à 3 ans entre 1500 et 2000 euros par an. Et enfin, la dernière, Cap Santé dans le Finistère, qui elle date de 1995, donc c'est une école assez récente, qui propose des formations sur 2 ans à partir de 2000 euros par an. Hors de France, on a d'autres écoles. Je vais vous parler de l'école européenne d'herboristerie, c'est celle que j'ai faite, donc je vous en parle, qui propose des formations à distance sur 2 ans et plus, du coup, qui coûtent 1300 euros pour la totalité des 2 ans. On a également, proche de chez nous, la Suisse, un petit peu plus chère, mais tout aussi intéressante, qui propose des formations sur 2 ans, aux environs de 10 000 euros pour les 2 années. Et la dernière que je voulais vous présenter, c'est au Canada, l'Herbotech, qui propose des formations et des cours à la carte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer un petit peu à piocher à droite à gauche qu'on veut, que ce soit sur les produits de la ruche, l'aromathérapie, des choses un peu plus énergétiques, l'herboristerie pratique, la botanique, etc. Et une fois qu'on a fait les cours par lesquels on souhaite commencer, on peut passer un diplôme qui correspond à ces cours-là. Ça qui est vraiment intéressant. Et donc, elle propose également des formations un peu plus structurées, de 1 à 4 ans pour découvrir l'herboristerie ou pour devenir praticien clinicien en naturopathie. Donc ça va de 1 à 4 ans et ça aussi entre 2000 euros et 12 000 euros pour les 4 ans. Au niveau de ces formations, j'ai pas de préférence vraiment, ce sera à vous de voir ce qui vous plaît. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur les sites, d'essayer de faire des portes ouvertes, même en ligne, ou de discuter avec les professeurs, les anciens élèves qui a pu y avoir dans ces écoles-là, que vous rencontrerez peut-être, pour pouvoir voir quelle école vous plaît, la méthodologie qui est utilisée, et voir vraiment si c'est pertinent pour vous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner. Sur cette chaîne, j'ai beaucoup d'idées, de vidéos, de concepts que j'aimerais mettre en place avec vous. Mais peut-être que vous avez des choses que vous voudriez voir en premier. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions vis-à-vis de cette vidéo. Si vous avez des interrogations à propos de ce que j'ai pu dire, je me ferai un plaisir de vous répondre. De mon côté, je vais continuer de publier des vidéos, à peu près une par mois pour le moment. Je continuerai à en publier peut-être un peu plus régulièrement si je trouve un rythme qui me plaît. Ce sera vraiment quelque chose à grignoter au fur et à mesure de vos envies. Donc voilà, j'espère qu'on pourra partager ensemble de beaux moments. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Merci.